Monsieur le Président de l'Académie de médecine, Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis, alors je vais réduire ce que j'avais prévu de vous dire. Pour une fois qu'on faisait parler d'éthique, mais je vais quand même essayer de tenir le challenge des 15 minutes. Alors je vais chanter complètement mon introduction pour aller directement au vif du sujet, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un espace de réflexion éthique régional ou interrégional. D'ailleurs, sur le programme, c'est marqué à l'envers, c'est pas un espace éthique de réflexion, c'est un espace de réflexion éthique régional, voilà, en l'occurrence de la Bretagne. Alors, ils émargent à la loi du 9 août 2004 relative à la bioéthique, qui précise que des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional. Alors, la genèse de tout ça vient de l'espace éthique de la PHP, qui a été créé en 1995, suivi par celui de la PHM, donc à Marseille, en 1998. Emmanuel Hirsch, Jean-François Mattei. Il y a eu le rapport Cordier en 2003, ancien directeur général de la PHP, les avis du CCNE, et puis cette loi de 2004 qui est préparée par Jean-François Mattei, mais qui sera mise en œuvre par Philippe Douste-Blazy en tant que ministre. Alors ces espaces sont en lien avec des CHU, et d'autre part, ils ont trois grandes missions générales, dont une se subdivise en deux. D'abord, c'est d'être un lieu de formation et de documentation, et ensuite d'être un lieu de rencontre et d'échange interdisciplinaire sur les questions d'éthique dans le domaine de la santé. Ils ont une mission qui est probablement assez difficile à monter, qui est de constituer un observatoire des pratiques au regard de l'éthique, et puis enfin de participer à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique. Donc vous voyez un rôle extrêmement ambitieux. Leur fonctionnement est resté très longtemps une nébuleuse. Nous en avions créé un en 2004. Vous voyez qu'il a fallu attendre le 4 janvier 2012 pour que l'arrêté prévu par la loi de 2004 vienne enfin leur donner une existence réglementaire. Donc avant, chacun bricolait dans son coin au mieux de ce qu'il pouvait faire et du soutien de ses autorités locales. Et à ce titre, je dois dire qu'il y a toujours eu un soutien très affirmé, tant de la direction générale du CHU que du doyen de la faculté de médecine, à notre espace éthique qui s'appelait à l'époque de Bretagne occidentale. Alors c'est très compliqué, on nous a fait une usine à gaz comme on sait parfaitement bien faire dans notre beau pays. Il y a un bureau qui est composé des établissements signataires de la Convention constitutive. Et quand vous savez que peuvent être signataires tous les établissements de santé, tous les établissements médico-sociaux, toutes les universités d'une région, vous voyez que pour la seule Bretagne, petite région, ça représente 400 possibilités. Et ça forme un bureau. Il y a un directeur qui est nommé, alors vous avez les détails, je ne vais pas rentrer dedans, et puis un conseil d'orientation qui va comprendre 20 personnalités qualifiées, qui vont être désignés par les directeurs généraux des CHU de la région, les présidents des universités signataires de la Convention dans la région. Et là aussi, on nous a fait quelque chose de simple, deux collèges, dont l'un a 7 sous-collèges, les professionnels de santé et les représentants des établissements, et l'autre a 5 sous-collèges, les personnalités qui ont une compétence ou un intérêt pour l'éthique. Tout ça se réunit 3 fois par an, un mandat de 4 ans renouvelable et élit un président. Alors, qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle en France? Alors, le ministère, dans sa sagesse, a dit que les espaces éthiques existants, s'ils remplissaient les conditions de cahier des charges, seraient transformés en espaces de réflexion éthique régionaux. Donc, nous avons bénéficié de cette disposition. Il y a à l'heure actuelle 19 espaces régionaux, dont un à La Réunion et un aux Antilles. Donc, l'outre-mer n'est pas oublié. Et donc, il y en a un en Bretagne, qui est localisé au CHU de Brest par décision du directeur général de l'ARS, et il y a 2 espaces interrégionaux. Alors je vais vous passer ça. Voilà, je voudrais arriver à quelques réflexions. Quelques réflexions sur les fondements, finalement, du travail que peut faire un espace de réflexion éthique régionale. Très clairement, c'est la pluridisciplinarité intégrée à tous les niveaux. Tous les exposés de cet après-midi, même si je n'ai pas assisté à tous, montrent bien que le chirurgien a besoin de l'ingénieur, le médecin a besoin du biologiste, le biologiste a besoin du scientifique, et tous ont besoin du statisticien. Eh bien, ça, c'est pour s'occuper de la dimension médico-technique et médico-technologique de notre métier. Pour s'occuper de la dimension humaine de notre métier, on ne peut pas rester dans son quant à soi et réfléchir avec soi-même. Et donc, il y a aussi besoin d'un apport des autres grands champs disciplinaires qui sont concernés par la réflexion sur l'homme. C'est facile de les citer, la philosophie pour comprendre le sens des mots, la psychologie pour comprendre comment réagissent les gens, la sociologie et l'anthropologie pour avoir des clés de lecture sur la société et ses évolutions. Donc une ouverture également à la pluralité, une ouverture sur l'extérieur, on ne peut pas être enfermé sur soi-même, et bien sûr dans un souci premier qui est de développer, de diffuser une culture éthique.
Et pour ça, il faut être capable de travailler dans l'esprit d'avoir une réflexion sur des pratiques professionnelles, dans un espace de débat qui est sans hiérarchie, qui est ouvert à tous, ce qui ne veut pas dire que les hiérarchies naturelles n'existent pas, mais c'est sans hiérarchie, j'allais dire, autoritaire. Il faut qu'il y ait aussi une réflexion pédagogique sur la formation à l'éthique et sur l'éthique de la formation. Là, il y a beaucoup à dire et à faire. Il faut qu'en même temps, on soit un centre de ressources producteur d'écrits, et puis, ce qui est encore plus difficile, le promoteur du débat public. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur 2-3 petites choses. Par exemple, l'institutionnalisation de la réflexion éthique. On en parle beaucoup, il y a des comités d'éthique qui sont montés partout, surtout parce que l'HAS a introduit ça dans la certification des établissements, mais est-ce qu'il n'y a pas, et dans cet article, Catherine Decover le démontre très bien, aussi une réduction, pas simplement un risque, mais une véritable réduction de l'éthique à quoi? Finalement, une application sans réflexion de la loi, ce qui est légal est éthique. Probablement, mais enfin, les circonstances d'application ne sont jamais les mêmes. Une somme de procédures certifiées éthiques. J'ai repris son expression, à partir du moment où c'est estampillé éthique, ça l'est. Mais au nom de quoi? Une application de démarche dérivée d'une logique de démarche qualité, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une réflexion éthique. Et puis éventuellement un utilitarisme qui serait dévoyé, et on le voit bien dans certaines circonstances. Et autrement dit, elle défend une position qui me paraît extrêmement intéressante, qui est la nécessité d'une exigence de pensée. Et elle démontre, en s'appuyant sur les travaux d'Hannah Arendt, que cette exigence de pensée est liée à, et est le fait de la notion de conscience personnelle. C'est-à-dire la condition de possibilité de jugement sur le bien et le mal. Et d'autre part, elle cherche aussi à dénoncer, alors le mot est peut-être mal choisi, mais peu importe, en tout cas d'éviter le risque d'instrumentalisation de pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qui deviendrait totalitaire. Le comité d'éthique a dit, et mon Dieu, il n'y aurait plus qu'à appliquer. C'est-à-dire finalement une déresponsabilisation individuelle. Deuxième chose très importante, c'est la notion d'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, personne ne la discute dans le domaine technico-scientifique. Mais il n'y a aucune raison de la discuter, cette interdisciplinarité, sa validité, son importance dans le domaine humain, dans le domaine éthique, la nécessité d'avoir des approches plurielles pour appréhender l'individu. Alors dans cet article, qui est également écrit par des philosophes et des médecins, l'interdisciplinarité pour eux à la fois une façon de travailler et une éthique du soin. L'appréhension d'une réalité complexe et singulière grâce et à travers diverses disciplines qui ont leurs propres méthodes, qui sont tout aussi valables et valides dans leur champ que les nôtres dans le nôtre. Et là aussi, pour prêcher, si je puis dire, quelque chose de très important qui est la notion de décloisonnement des savoirs, ce qui permet de mieux les approfondir, avec bien sûr un certain nombre d'écueils qui sont décrits. Alors je vais passer sur les activités qu'on a pu avoir depuis une dizaine d'années pour essayer de me poser quelques questions. Quel impact? Quelle participation? Alors nous sommes dans un CHU de taille moyenne, dans une ville et dans une région qui est relativement peuplée, et jusqu'à présent nous émargeons surtout sur la partie occidentale de la Bretagne, celle qui parle le breton. Voilà. Donc les conférences ou cafés éthiques étaient suivies de entre 20 à 350 personnes. Vous avez des chiffres sur le côté, mais la question c'est quel impact? Alors qui vient? Il y a peu de médecins. En particulier peu de médecins chevronnés, même quand on fait venir des gens très connus, même quand on fait venir des gens pour parler d'éthique de la recherche. Les directeurs des équipes de recherche ne sont pas là. Il n'y a quasiment pas d'internes, ce qui est beaucoup plus préoccupant. Si les plus jeunes ne sont pas là, comment le système va-t-il évoluer? Comment va-t-on rester en phase avec les attentes sociétales? Il y a beaucoup de cadres de santé, il y a beaucoup d'infirmières qui se posent énormément de questions. Et puis il y a pas mal de membres d'associations. Et le public est évidemment ciblé selon les sujets. Tout le monde ne peut pas être là et ou s'intéresser à tout, évidemment. Alors quel est l'impact de ce que peut faire un espace de réflexion éthique régional? C'est difficilement mesurable et ça me pose de gros problèmes quand je vois que l'administration du ministère de la Santé veut absolument évaluer l'activité des espaces éthiques. Mais qu'est-ce qu'on va évaluer? Du quantitatif, du métrique? Ou est-ce qu'on va évaluer autre chose qui est probablement inévaluable? Alors on peut avoir une analyse critique sur les causes de la participation qui concerne à la fois la structure espace éthique et la façon dont il rend le service qu'il cherche à rendre. Et vous avez un certain nombre de choses sur la gauche de la plaque, et puis en même temps sur des causes peut-être plus personnelles qui nous touchent chacun d'entre nous, tous ceux qui seraient, entre guillemets, des cibles de l'espace éthique. Le manque de temps, oui, mais on trouve bien le temps de faire un certain nombre de choses. Le manque d'intérêt pour la réflexion éthique, c'est probablement pas faux. Une ouverture d'esprit insuffisante, on est très cloisonné, la formation médicale, Dieu merci, s'est ouverte un petit peu, mais est très médico-médicale. La peur de la confrontation pluriprofessionnelle. Quand on est médecin, a fortiori quand on est professeur, discuter avec une infirmière, j'allais dire de plein pied d'égalité sur certaines choses, c'est pas nécessairement facile.
Et puis la peur du jugement des autres sur ces pratiques, comme si la réflexion éthique était un jugement sur le bien ou le mal d'une pratique. Et encore une fois, l'absence des plus jeunes me paraît particulièrement préoccupante. Alors, l'autre chose, c'est la nécessité d'un double ancrage. D'abord, dans la construction d'un pôle dédié à l'éthique. Les uns ne vont pas sans les autres. Un espace d'information, de réflexion, de discussion, de diffusion d'une culture éthique. La notion de recherche. Là aussi, il y a une recherche en éthique. Et puis la notion de formation, qu'elle soit initiale et continue. Et donc, ce que nous avons essayé de développer, c'est cet espace de réflexion éthique au service de ce pôle de formation, ce trépied, ce triptyque à Brest. L'espace de réflexion éthique avec son réseau et l'effecteur. Il s'appuie à la fois sur un système de formation à 2 étages, un diplôme d'université, que je co-dirige avec un philosophe. Nous sommes tout le temps en permanence tous les deux présents. Et puis un master qui s'inscrit dans une mention éthique, soins et santé. Et en même temps, s'appuyant sur une équipe de recherche labellisée par le ministère de la Recherche, qui était une jeune équipe et qui est une équipe d'accueil à l'heure actuelle. Ceux-ci ayant été labellisés dans le cadre de 2 contrats entre l'université. Un ancrage aussi, c'est la création d'un réseau de professionnels de santé impliqués dans la réflexion éthique. On ne peut pas rester seul ou à quelques-uns entre soi comme si nous étions les sachants de l'éthique. Et donc ce réseau, eh bien, ce sont les comités d'éthique des établissements qui adhèrent à l'espace de réflexion éthique. Et ce réseau a un certain nombre d'objectifs, je ne vais évidemment pas tous vous les détailler, vous les voyez ici, mais qui sont multiples, qui sont ambitieux, qui sont peut-être irréalistes pour certains, mais en tout cas qui me paraissent les moyens indispensables pour arriver aux buts recherchés et aux objectifs nationaux fixés à l'espace de réflexion éthique. Alors, quelques questions en suspens. Il faudra que l'espace éthique qui est bien localisé à l'intérieur du CHU de par la loi soit indépendant du CHU. Et j'ai toujours veillé à ça, et je dois dire que les directeurs généraux, les présidents de CME pour ce qui les concerne, mais aussi les doyens de la fac de médecine ou les présidents d'université ont parfaitement compris cette nécessité impérative et ont joué ce jeu-là. Et nous ont laissé faire ce que nous voulions faire. Peu importe les désignations, peu importe les problèmes techniques. Et puis dans les vraies questions, c'est comment attirer, et notamment attirer les plus jeunes, les internes, les étudiants en médecine. C'est eux le vrai cœur de cible, les chefs de clinique, ce sont les futurs praticiens, professeurs, organisateurs du système et médecins. Comment développer la participation au débat public et du public, un débat qui dépasse le simple témoignage, qui permette d'aller un petit peu plus loin. On peut citer par exemple ce qui a été fait dans le cadre à la fois des états généraux de la bioéthique, mais qui pose problème, ou bien dans les grandes conférences organisées par la mission SICAR. Comment développer une communication ad hoc à l'égard du public? Évaluer quoi? Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Comment? Quelle finalité? Comment éviter le risque d'une dérive administrative? Quand je vois l'usine à gaz que va constituer cet espace éthique en fonctionnement standard, je me dis qu'on va passer autant de temps à faire de l'administration qu'à faire le fond des choses. Et ça, c'est une catastrophe de grande ampleur. Puis quel rapport avec le CCNE? J'ai quasiment fini. Et puis on a aussi voulu créer un réseau national des espaces de réflexion éthique pour des raisons qui sont relativement évidentes. C'est que ils ont tous les mêmes missions, ils sont confrontés aux mêmes problèmes de fonctionnement, ils ont globalement les mêmes besoins. Et donc, pourquoi faire? Eh bien, c'est échanger des informations, développer des liens de collaboration, chacun a son domaine de travail, ses domaines de prédilection, c'est animer une cohérence, répondre à des missions, et puis participer aussi de façon collaborative à la recherche en éthique. Tout ça pour terminer, pour vous dire qu'au bout du compte, il me semble que les espaces de réflexion éthique régionaux, et en tout cas c'est l'ambition qu'on s'est donnée, doivent répondre à une double finalité et avoir une double finalité pour la promouvoir. D'un côté, c'est favoriser, promouvoir et diffuser la réflexion interdisciplinaire dont nous avons besoin et une culture éthique. Chez les professionnels de santé, où qu'ils soient, quel que soit leur métier, leur lieu et leur mode d'exercice, ça n'est pas réservé aux grands professeurs des CHU. Et deuxièmement, dans le public, et en particulier chez les jeunes, ces fameux citoyens dont on nous rebat les jeunes citoyens dont on nous rebat les oreilles et qu'on veut former, les espaces éthiques ont une véritable mission à cet égard. Et un de nos problèmes, c'est de pouvoir pénétrer dans les lycées, discuter et faire discuter les jeunes et avec les étudiants. Et puis deuxièmement, participer et promouvoir un esprit de recherche en éthique qui me paraît aller de pair avec la recherche en sciences fondamentales ou la recherche en médecine telle que nous la connaissons. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci pour votre concision et je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter tous les challenges que vous avez posés devant nous.